Marilyn Crivello, vous avez actuellement deux grandes activités. Vous êtes toujours historienne, vous êtes toujours chercheuse et vous allez nous parler du prochain livre que vous publiez. Mais simultanément, votre travail depuis au moins une dizaine d'années, c'est un travail de direction et d'administration. Pendant 6 ans, en compagnie d'une historienne médiéviste, Laure Verdon, vous avez dirigé à la Maison Méditerranée des Sciences de l'Aube l'unité Thélème. Et puis, depuis 3 ans, vous êtes la directrice de ce qu'on appelle l'Amitex. Alors c'est un gros travail, et comment peut-on concilier comme ça la recherche et puis l'animation de grandes structures? Oui, donc je suis historienne de formation, je continue toujours à faire de la recherche, d'une part de la recherche collective qui est extrêmement importante pour moi. Donc je viens de terminer un gros projet financé par l'Agence nationale de la recherche sur la fabrique de l'histoire telle qu'elle se raconte. Et puis, je suis actuellement, avec Patrick Garcia, à la tête d'un gros séminaire national avec le ministère de la Culture sur les cérémonies publiques et donc sur les commémorations, les panthéonisations, la manière dont l'histoire prend place dans l'espace public à travers des pratiques sociales, des pratiques politiques. Donc, ces enjeux de recherche, pour moi, sont essentiels. J'ai beaucoup travaillé sur la Méditerranée aussi, et effectivement, je prépare un ouvrage sur les reconstitutions historiques. Mais pour moi, il y a un engagement fort dans le politique. C'est-à-dire, je ne peux pas concevoir, au terme de ma carrière, ça fait quand même presque 30 ans que je suis à l'université, c'était pas concevable de garder simplement une ligne de conduite qui soit uniquement engagée pour soi. Il me fallait mettre à profit mes connaissances en matière de politique scientifique pour les plus jeunes, pour mon université qui m'a donné beaucoup. Et donc cette question de l'engagement pour moi est fondamentale. Et donc certes, c'est pas toujours simple de faire le lien entre ce qui peut plaire voilà, à l'échelle du personnel, à son ego, et puis cet investissement et ce travail voilà, qu'il faut mener à l'échelle collective, mais ça me paraît fondamental. C'est-à-dire que si on veut que l'université se transforme, si on veut que cette université se positionne au plus haut niveau, vous savez, l'université a souvent été méprisée, et c'est quand même extrêmement pénible quand on est enseignant-chercheur dans une université de voir ces formes de mépris. On a parmi les meilleurs enseignants dans ces universités, hein, qui ont fait parmi les meilleures études. Et donc, il faut absolument que les étudiants reviennent, prennent place dans ces universités. Et quelque part, il faut s'engager. Il faut s'engager, il faut mener à bien des politiques scientifiques. Donc, la politique dans le laboratoire, c'est de la politique de la recherche. C'est aussi une manière de permettre aux plus jeunes de s'engager à leur tour dans la recherche personnelle et dans la recherche collective, ce que j'ai fait pendant 4 ans. Et aujourd'hui, le poste que j'occupe est un poste qui est la prise en charge en fait de la transformation totale de l'université dans tous les domaines. Il n'y a que 4 universités à l'échelle nationale aujourd'hui qui ont une initiative d'excellence. Une seule université parisienne, Aix-Marseille Université, Strasbourg et Bordeaux. Donc nous avons été reconnus par un jury international parmi les meilleures universités grâce à la fusion notamment en 2012. Donc il faut être capable à un moment donné de s'engager pour faire reconnaître tout ça. Il y a énormément de choses à faire dans cette université. Il y a des transformations pédagogiques, il y a des transformations dans l'organisation de la recherche. Donc il y a une vraie reconnaissance. Et oui, ça demande à un moment donné, effectivement, d'être capable de passer du temps, d'y croire. Et voilà, donc c'est pas simple. Moi, j'essaie vraiment de concilier mon parcours de chercheur et cet engagement, mais ça me paraît fondamental. Et je pense que tout un chacun, à un moment donné de sa vie, devrait pouvoir rendre ce qu'il a obtenu grâce à ce parcours universitaire. C'est un engagement collectif qui me paraît essentiel. Nous signalons donc que voici 3 ans chez Actes Sud, vous avez publié un grand dictionnaire de la Méditerranée en compagnie de 2 de vos collègues. Et puis, quel sera le titre de votre prochain ouvrage? Ça s'appelle pour l'instant Désir d'histoire. Désir d'histoire. Donc en fait, je travaille depuis plusieurs années sur les pratiques sociales de l'histoire. Vous avez beaucoup d'associations qui reconstituent l'histoire. Ça vient du monde anglo-saxon, on appelle ça l'histoire vivante. Et donc,
apparemment, le plus grand nombre n'intellectualise plus l'histoire, mais l'incorpore. C'est-à-dire il faut pouvoir se costumer, il faut pouvoir manger l'histoire, il faut pouvoir la ressentir, être dans la peau des ancêtres quelque part pour comprendre l'histoire. Et en fait, ça ne parle jamais vraiment d'histoire, tout ça. Ça parle beaucoup de notre temps présent, de notre perception du futur. Et malgré tout, pour le grand public, ces spectacles historiques ou ces reconstitutions qui sont forcément une illusion, c'est-à-dire l'histoire est passée, l'histoire est finie, l'histoire ne reviendra jamais plus, on ne pourra jamais la reconstituer. Donc tout ce que l'on voit, c'est une invention, c'est une illusion. Malgré tout, ça a un impact énorme en termes pédagogiques auprès du public. Et il y a donc là un véritable enjeu à comprendre tout cela et comprendre ce qui m'a toujours passionné, c'est-à-dire la place de l'histoire dans la société contemporaine.